Partie 2. Le relais. Une comptine lui avait trotté dans la tête toute la journée. Le genre de truc obsédant qui vous rend dingue, qui ignore avec dédain tout ordre du conscient lui enjoignant de cesser. Ça a donné à peu près ce qui suit. De pluie, plic-ploc, les plaines sont pleines. Voici la joie, voici la peine. Mais de pluie, plic-ploc, les plaines sont pleines. Linceul du temps, vide souillure de cette vie. Rien ne perdure, pourtant c'est dur, pareil au même. Car que démence où raison règne, la pluie, plic-ploc, remplit les plaines. Va dans l'amour, défie tes chaînes, où l'avion portera la haine. Il ne savait pas ce qu'était cet avion dans le dernier couplet, mais il savait pourquoi cet air lui était venu au départ. C'était ce rêve récurrent, sa chambre dans le château, sa mère qui lui avait chanté cette chanson. Lui était couché solennellement dans son lit minuscule, près de la fenêtre de toutes les couleurs. Elle ne la chantait pas le soir, parce que tous les petits garçons nés pour le haut-parler doivent affronter seuls le noir. Mais au moment de la sieste, et il se rappelait la lumière grise et lourde de pluie qui dessinait des arcs-en-ciel tremblotants sur la courte pointe. Il sentait le froid dans la pièce et la chaleur pesante des couvertures. L'amour qu'il avait pour sa mère et ses lèvres rouges. Cette mélodie entêtante avec ses petites paroles absurdes et sa voix. Et voilà qu'elle revenait le rendre fou, comme un chien courant après sa propre queue. Tournant dans son esprit, tandis qu'il marchait, il ne lui restait plus d'eau. Et il savait qu'il avait tout d'un homme mort. Il n'aurait jamais cru en arriver là, et il le regrettait amèrement. Depuis midi, il ne regardait plus la route devant lui, mais ses pieds. Dans ce coin, même l'herbe du diable était devenue rabougrie et jaune. La croûte épaisse s'était désintégrée par endroits où ne subsistaient que des gravats. Les montagnes ne s'étaient pas sensiblement espacées, bien qu'il se fût passé 16 jours depuis qu'il avait quitté la cabane du dernier colon. Un jeune homme, mi-dément, mi-saint d'esprit, en bordure du désert. Il avait un oiseau, se rappela le pistolero. Mais il lui fut impossible de se souvenir de son nom. Il regardait ses pieds se soulever et s'affaisser, comme les navettes d'un métier à tisser. Il écoutait la petite chanson absurde, tourner en rond dans son esprit, en une pitoyable bouillie. Il se demanda quand il tomberait pour la première fois. Il ne voulait pas tomber, bien qu'il n'y eût personne pour le voir.
C'était une question d'amour-propre. Un pistolero connaît l'amour-propre, cet os invisible qui vous tient le cou raide et la tête haute. Ce que son père ne lui avait pas transmis, c'est Cort qui le lui avait inculqué à coups de pied. Professeur de maintien moral pour tous ces garçons, s'il en était. Cort, ouais, avec son gros nez rouge, comme un gros oignon écarlate, et sa figure balafrée. Il s'arrêta et leva les yeux. Cela lui fit tourner la tête, et l'espace d'une seconde, tout son corps sembla flotter. Contre l'horizon lointain, les montagnes rêvassaient. Mais il y avait autre chose au-dessus de lui, beaucoup plus près, à quoi 7 kilomètres à peine. Il plissa les yeux dans sa direction, mais il avait les yeux chassieux de sable et aveuglé par cette lumière blanche. Il secoua la tête et reprit sa marche. La comptine tournait et bourdonnait. Environ 1 heure plus tard, il tomba à terre et s'écorcha les mains. Il regarda les minuscules gouttes de sang sur sa peau desquamée avec incrédulité. Le sang n'avait pas l'air plus clair. Il ressemblait à du sang normal, mourant à l'air libre, avec un air suffisant, aussi suffisant que le désert. Il secoua la main, éprouvant de la haine à l'état pur pour ces gouttes. Suffisant? Pourquoi pas? Le sang n'avait pas soif, lui. Le sang se faisait servir. Le sang se faisait offrir un sacrifice. Un sacrifice par le sang. Tout ce que le sang avait à faire, c'est écouler. 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 Il baissa les yeux sur les éclaboussures qui avaient giclé sur la croûte dure et les regarda se faire aspirer avec une rapidité troublante. « Qu'est-ce que tu dis de ça, le sang? Qu'est-ce que ça fait, hein? Oh, tout Jésus, je suis mal barré. » Il se leva en se tenant la main contre la poitrine. Et ce qu'il avait aperçu un peu plus tôt se trouvait en face de lui, si près qu'il en poussa un cri, un croissement enroué de poussière. C'était un bâtiment. Non, 2 bâtiments, entourés d'une clôture écroulée. Le bois semblait vieux et fragile, sur le point de se décomposer. Du bois en train de se métamorphoser en sable. L'un des bâtiments avait été une écurie. La forme était caractéristique, impossible de se méprendre. L'autre était une maison ou une auberge, une gare de relais sur la ligne de diligence. La maison branlante en bois, le sable avait formé une croûte sur la charpente, jusqu'à la faire ressembler à un château de sable que le soleil avait durci à petit feu en faisant une demeure temporaire. Dessinait une ombre fine, une ombre dans laquelle quelqu'un était assis, appuyé contre le bâtiment, et le bâtiment semblait pencher sous le fardeau de ce poids. Son poids, à lui donc. Enfin, l'homme en noir. Le pistolero se tenait debout, les mains contre la poitrine, sans avoir conscience de sa posture déclamatoire, bouche bée. Mais au lieu de l'excitation immense
à laquelle il se serait attendu, ou peut-être la peur, ou un effroi mêlé d'admiration, il ne ressentait qu'une culpabilité imprécise et atavique, causée par l'accès de haine aveugle que lui avait inspiré son propre sang quelques instants auparavant, et par cette comptine qui tournoyait sans fin dans son esprit. Pluie, Il avança, dégainant l'une de ses armes. les plaines sont pleines. Il parcourut les 300 derniers mètres en courant, d'une course cahotante et ramassée, sans chercher à se cacher. Il n'y avait nulle part où se cacher. Son ombre courte essayait de le prendre de vitesse. Il n'était pas conscient de ce que son visage n'était plus qu'un masque mortuaire d'épuisement, gris, poussiéreux. Il ne voyait rien, hormis la silhouette dans l'ombre. Il ne lui vint à l'esprit que plus tard que peut-être cette silhouette était celle d'un mort. Il envoya un coup de pied dans une des barrières qui se brisa en deux sans un bruit, semblant presque s'excuser, et traversa d'un bond en avant la cour de l'écurie, baignée de silence et de lumière aveuglante, brandissant une arme. « Tu es cerné! Tu es cerné! Les mains en l'air, espèce de fils de catin! Tu es... » La silhouette s'agita nerveusement et se leva. Le pistolero se dit: « Mon Dieu, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Que lui est-il arrivé ?» Car l'homme en noir avait rapetissé de 60 bons centimètres, et ses cheveux avaient complètement blanchi. Frappé de stupeur, il s'immobilisa, la tête bourdonnant d'une mélodie éraillée. Son cœur battait à un rythme des plus lunatiques. Et il se dit: « Je suis en train de mourir ici. » Il inspira, faisant s'engouffrer dans ses poumons l'air chauffé à blanc, et il baissa la tête une seconde. Lorsqu'il la releva, il se rendit compte qu'il n'avait pas devant lui l'homme en noir, mais un garçon aux cheveux décolorés par le soleil, qui le contemplait, avec des yeux dans lesquels ne brillait même pas une lueur d'intérêt. Le pistolero le dévisagea d'un air impassible, puis secoua la tête, incrédule. Mais le garçon survécut à son refus de croire. C'était une illusion forte. Une illusion vêtue d'un jean rapiécé aux genoux et d'une chemise marron en toile grossière. Le pistolero secoua de nouveau la tête, et les yeux au sol et l'arme toujours à la main, se dirigea vers l'écurie. Il n'arrivait pas encore à penser. Il avait la tête remplie de sable, et il sentait monter une énorme douleur lancinante. À l'intérieur, l'écurie était sombre et silencieuse et étouffante de chaleur. Les yeux exorbités et le regard brouillé, le pistolero inspecta les alentours. Il fit volte-face en titubant et vit le garçon, debout dans l'embrasure de la porte écroulée, qui le fixait. Une lame de douleur lui transperça lentement la tête, d'une tempe à l'autre, découpant son cerveau comme une orange. Il rengaina son arme, vacilla, tendit les mains, comme pour repousser des fantômes, et tomba, face contre terre. Lorsqu'il se réveilla, il était allongé sur le dos, un petit tas de foin inodore sous la tête. Le garçon n'avait pas été capable de le déplacer, mais il avait veillé à son confort.
et il sentait la fraîcheur. Il baissa les yeux et vit que sa chemise était sombre et humide. Il se lécha les lèvres et sentit l'eau. Il cligna des yeux. Sa langue lui parut gonflée dans sa bouche. Le garçon était accroupi à côté de lui. Dès qu'il vit le pistolero ouvrir les yeux, il attrapa derrière lui une boîte de conserve cabossée remplie d'eau qu'il lui tendit. Le pistolero la saisit de ses mains tremblantes et s'autorisa une gorgée, juste une. Dès qu'elle fut descendue et arrivée dans son estomac, il en but un peu plus. Puis il se renversa le reste sur le visage, en soufflant par saccades. Sur les lèvres ravissantes du garçon se dessina un petit sourire grave. « Voulez-vous manger quelque chose, monsieur ?»« Pas encore, fit le pistolero. Il se sentait toujours comme une nausée dans le crâne, causée par l'insolation, et l'eau bougeait bizarrement dans son estomac, comme si elle ne savait pas où aller. « Qui es-tu » ? Mon nom est John Chambers. Vous pouvez m'appeler Jake. J'ai une amie, enfin, c'est comme une amie, elle travaille pour nous, qui m'appelle Bama parfois. Mais vous pouvez m'appeler Jake. Le pistolero se redressa, et la nausée se fit immédiatement plus prégnante. Il se pencha vers l'avant et perdit un bras de fer avec son estomac. Il en reste. Il prit la boîte et se dirigea vers le fond de l'écurie. Il s'arrêta et adressa au pistolero un sourire incertain. Le pistolero hocha la tête, puis se pencha vers l'avant et se la cala sur les mains. Le garçon était bien fait, beau, âgé de 10 ou 11 ans. Le pistolero avait vu passer sur son visage l'ombre de la peur, mais c'était tant mieux. Il lui aurait fait moins confiance s'il n'avait pas montré la moindre crainte. Il entendit monter du fond de la grange un cognement sourd et étrange. Il releva la tête d'un mouvement alerte, les mains se posant instantanément sur la crosse de ses pistolets. Le bruit dura environ 15 secondes, puis s'arrêta. Le garçon revint avec la boîte, à nouveau pleine. Le pistolero but, une fois encore avec précaution, et cette fois, ce fut un peu mieux. La migraine commençait à diminuer. « Je ne savais pas quoi faire de vous quand vous êtes tombé. » dit Jake. « Pendant 2-3 secondes, j'ai cru que vous alliez me tirer dessus. »« C'est possible, oui. Je t'avais pris pour quelqu'un d'autre. »« Pour le prêtre ?» Le pistolero lui darda un regard aigu. Le garçon l'observait, les sourcils froncés. « Il a fait son campement dans la cour. Moi, j'étais dans la maison. C'est peut-être une gare, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je l'aimais pas, alors je suis pas sorti. Il est arrivé la nuit et il est reparti le lendemain. Je me serais bien caché quand vous êtes arrivé, mais je m'étais endormi. » Il jeta un regard sombre au-dessus de la tête du pistolero. « J'aime pas les gens. Ils me font chier. » Il ressemblait à quoi ? Le garçon haussa les épaules. « À un prêtre, il était tout en noir. »« Une capuche et une soutane ? » ?»« C'est quoi une soutane ? » ?»« Une robe, ça ressemble à une robe. » Le garçon acquiesça. « Oui, c'est à peu près ça. » Le pistolero se pencha en avant, et ce qui se passa sur son visage provoqua un léger mouvement de recul chez l'enfant. « Il y a combien de temps ? Dis-le-moi au nom de ton père !» Je... D'un ton patient, le pistolero dit « Je ne te ferai pas de mal. » Je ne sais pas. Je ne me souviens pas du temps qui passe. Tous les jours se ressemblent. Pour la première fois, le pistolero se demanda clairement comment ce garçon était arrivé là, perdu dans les lieux desséchés de ce désert tueur d'hommes. Mais il refusait d'en faire un problème personnel. Pas encore, du moins. « Fais de ton mieux. Il y a longtemps ? » Non, pas longtemps. Ça fait pas longtemps que moi je suis là.
Le feu se ralluma en lui. Il s'empara de la boîte avec des mains à peine tremblantes et but. Une bribe de la comptine lui revint en tête, mais cette fois-ci, au lieu du visage de sa mère, il vit celui balafré d'Aline, qui avait été sa gueuse dans feu la ville de Tulle. Une semaine? 2? 3? Oui, Le garçon le regarda d'un air distrait. oui, Oui, quoi? une semaine ou 2. Il détourna le regard, rougissant légèrement. Il y a 3 crottes de ça. C'est le seul moyen que j'ai de mesurer maintenant. Il a pas bu une goutte. J'ai même pensé que c'était peut-être le fantôme d'un prêtre, comme dans ce film que j'avais vu. Il y avait que Zorro qui avait deviné que c'était pas un prêtre, ni un fantôme d'ailleurs. C'était juste un banquier qui voulait la terre parce qu'il y avait de l'or dessus. C'est Madame Shaw qui m'avait amené voir ce film. C'était à Times Square. Le pistolero ne comprenait pas un mot de ce que racontait le garçon. Aussi ne fit-il aucun commentaire. J'avais peur. Dit le garçon. J'ai eu peur presque tout le long. Son visage frissonnait comme du cristal, à une seconde de la note ultime, suraiguë, destructrice. Il n'a même pas fait de feu. Il est resté assis là, c'est tout. Je sais même pas s'il a dormi. Tout près, plus près qu'il ne l'avait jamais été par tous les dieux. Malgré son état de déshydratation extrême, il se sentait les mains légèrement moites, poisseuses. Il y a de la viande séchée. Suggéra le garçon. D'accord, fit le pistolero. Très bien. Le garçon se leva pour aller chercher quelque chose, les genoux craquant légèrement. Il avait une silhouette droite et longiligne. Le désert ne l'avait pas encore abîmé. Il avait les bras fins, mais sa peau, bien que bronzée, n'était ni sèche ni craquelée. Il a de l'énergie, pensa le pistolero. Peut-être bien du sable dans l'estomac aussi. Ou bien il m'aurait déjà pris un de mes pistolets pour me descendre quand j'étais à terre. Ou peut-être le garçon n'y avait-il tout bonnement pas pensé. Le pistolero but à nouveau dans la boîte de conserve. Qu'il ait ou non du sable dans l'estomac, il n'est pas du coin. Jake revint avec une pile de lanières de viande séchée, disposée sur ce qui ressemblait à une planche à pain décapée par le soleil. La viande était assez dure, filandreuse et salée, pour faire chanter les commissures ulcérées des lèvres du pistolero. Il mangea et but, jusqu'à sentir la léthargie le gagner. Et il s'adossa au mur. Le garçon mangea peu, picorant les lambeaux noirs avec une étrange délicatesse. Le pistolero l'observait, et le garçon lui rendit son regard avec une certaine franchise. « D'où viens-tu, Jake ?» finit-il par lui demander. « Je ne sais pas. » fit le garçon en fronçant les sourcils. « Pourtant, je le savais. Quand je suis arrivé ici, je le savais. Mais maintenant, c'est tout flou, comme un cauchemar quand on se réveille. J'en fais plein des cauchemars. Madame Shaw disait que c'était parce que je regardais trop de films d'horreur sur la 11e chaîne. » « Qu'est-ce que c'est une chaîne ?» Une idée un peu folle lui vint. « C'est comme un rayon ?»« Non, c'est la télé. »« C'est quoi la télé ?» Je... » Le garçon se toucha le front. « Des images. »« C'est quelqu'un qui t'a trimballé jusqu'ici ? Cette Madame Shaw, peut-être ?»« Non. » dit le garçon. « J'étais là. C'est tout. »« Qui est cette Madame Shaw ? » ?»« Je ne sais pas. »« Pourquoi t'appelait-elle Bama ? » ?»« Je ne me rappelle pas. »« Ça n'a aucun sens ce que tu racontes, » fit le pistolero d'un ton catégorique. Soudain, le jeune garçon se retrouva au bord des larmes. « J'y peux rien. J'étais ici, voilà tout. Si vous m'aviez posé des questions sur la télé et les chaînes rien qu'hier, je vous parie que je m'en serais souvenu. Alors que demain, j'aurais probablement oublié que je m'appelle Jake. Sauf si vous me le redites. Et vous ne serez plus là, pas vrai ? Vous allez partir, et moi je vais mourir de faim parce que vous avez englouti presque toutes mes réserves de nourriture. J'ai pas demandé à être ici. J'aime pas ici. Ça fiche les jetons. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Fais avec !» J'ai pas demandé à être ici. Répéta le garçon avec un air de défi buté.
Le pistolero se resservit un morceau de viande, le mâchant pour qu'il exsude son sel avant de l'avaler. Le garçon était désormais mêlé à cette histoire, et le pistolero était persuadé qu'il disait la vérité. Il n'avait rien demandé. Lui-même, lui, l'avait bien cherché. Mais il n'avait pas demandé à ce que le jeu se gâte à ce point. Il n'avait pas demandé à passer toute la population de Tulle par les armes. Il n'avait pas demandé à abattre Ali, avec son joli visage triste, marqué les derniers temps par ce secret qu'elle avait finalement voulu se faire révéler en prononçant ce mot, ce 19, comme une clé entrant dans un cadenas. Il n'avait pas demandé à devoir choisir entre le devoir et le meurtre pur et simple. Ce n'était pas juste d'avoir à faire entrer en scène des spectateurs innocents et de leur faire dire des répliques étranges qu'ils ne comprenaient pas. Ali, se dit-il. Ali au moins faisait partie de ce monde, à sa manière, avec les illusions qu'elle s'était construites. Mais ce garçon, ce foutu garçon... Raconte-moi ce que tu te rappelles, lui dit-il. Pas grand-chose, et ça n'a plus aucun sens maintenant. Raconte-moi, peut-être que moi j'y verrai clair. Le garçon se demanda visiblement par où commencer. Il y réfléchit très dur. Il y avait cet endroit avant celui-ci, un endroit haut, avec plein de pièces et un patio, duquel on pouvait regarder des bâtiments très hauts, et de l'eau. Et dans l'eau, il y avait une statue. Une statue dans l'eau? Oui, une dame avec une couronne, une torche et, il me semble, un livre. Tu inventes ou quoi? Peut-être bien, oui. Fit le garçon d'un ton désespéré. Dans les rues, il y avait des choses qui avançaient toutes seules, des grosses et des petites. Les grosses étaient bleues et blanches, les petites étaient jaunes, plein de jaunes. J'allais à l'école à pied. Il y avait des sentiers en ciment à côté des rues, des fenêtres pour regarder à l'intérieur, et encore des statues, mais qui portaient des vêtements. Les statues vendaient les vêtements. Je sais que ça a l'air fou, mais c'étaient les statues qui vendaient les vêtements. Le pistolero secoua la tête et chercha à lire sur le visage du garçon la trace du mensonge. Il n'en vit aucune. J'allais à l'école à pied, Répétait le garçon avec obstination. et j'avais un... Ses yeux se renversèrent et se fermèrent, et ses lèvres se mirent à tâtonner. un sac à livres, marron. J'en portais un déjeuner, et je portais... À nouveau le tâtonnement, la torture de ce tâtonnement. une cravate. Une cravate? Je ne sais pas. Inconsciemment, le garçon porta la main à sa gorge, et ses doigts se crispèrent dans ce que le pistolero prit pour un geste de pendaison. Je ne sais plus. Tout a disparu, c'est tout. Et il détourna le regard. « Je peux te faire dormir ?» demanda le pistolero. « Je n'ai pas sommeil. »« Je peux te donner sommeil et faire en sorte que tu te souviennes. » Comment vous feriez ça ?» demanda Jake d'un air dubitatif. « Avec ceci. » Le pistolero retira une balle de son ceinturon et la fit rouler entre ses doigts. Le mouvement était habile, fluide comme de l'huile. La balle faisait la roue sans effort, tournoyant du pouce à l'index, de l'index au majeur, du majeur à l'annulaire, et de l'annulaire à l'auriculaire. Elle sauta hors du champ de vision, puis réapparut, sembla flotter un court instant, puis fit machine arrière. La cartouche allait et venait entre les doigts du pistolero. Les doigts eux-mêmes semblaient marcher comme l'avaient fait ses pieds sur les derniers kilomètres qui l'avaient mené en ce lieu. Le garçon observait la scène, et son air dubitatif initial fut remplacé par un ravissement pur, puis par une fascination à laquelle succéda une impassibilité totale lorsqu'il céda. Ses paupières glissèrent sur ses yeux. La cartouche allait et venait,
comme dans une danse. Les yeux de Jake se rouvrirent, se fixèrent un peu plus longtemps sur le mouvement régulier et limpide des doigts du pistolero. Puis ils se refermèrent. Le pistolero continua son envoulte, mais les yeux de Jake restèrent clos. Le garçon respirait lentement, d'un souffle calme et constant. Fallait-il vraiment en passer par là? Oui, pas de doute. Il y avait une certaine beauté froide là-dedans, comme ces bordures en dentelle qui frangent les blocs de glace. Une fois encore, il crut entendre sa mère chanter. Non plus cette absurdité sur la pluie dans les plaines, mais une absurdité plus douce, venue de très loin, tandis qu'il oscillait au bord du sommeil. Cours, vole, rapporte de quoi remplir ton panier. Petit oiseau, bébé, adoré, amène donc ici ton panier. Le pistolero sentit dans sa bouche, et ce n'était pas la première fois, ce goût plombé du mal de l'âme. La cartouche entre ses doigts, manipulée avec une telle grâce, une grâce inconnue, devint soudain atroce, comme la trace d'un monstre. Il la laissa tomber dans sa paume, ferma le poing et serra de toutes ses forces, jusqu'à avoir mal. Si la cartouche avait explosé, sur le moment il se serait réjoui de la destruction de sa main habile, car son seul véritable talent, c'était le meurtre. Le meurtre avait toujours existé dans le monde, mais se le dire ne lui était d'aucun réconfort. Le meurtre existait, et le viol, et toutes sortes de pratiques indicibles, et tout au nom du bien, cette saloperie de bien, cette saloperie de mythe, pour le Graal, pour la tour. Ah, cette tour qui se dressait partout au cœur de toute chose, c'est ce qu'on disait. Imposant sa masse gris-noire sur fond de ciel, et dans ses oreilles décapées par le désert, le pistolero entendait la douce mélodie étouffée, la voix de sa mère. Cours, vole, rapporte de quoi remplir ton panier. Il balaya la chanson hors de son esprit, elle et sa douceur. « Où es-tu » demanda-t-il.